Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 26 mars 2018, voici la une du journal. Épilogue d'un beau séjour dans l'Empire du Milieu. Le retour à Yaoundé ce lundi du couple présidentiel après la visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. Images en Simalène et bilan de la visite, c'est en tête de ce journal. Épilogue du processus électoral pour les sénatoriales 2018. Regard maintenant vers la Commission nationale de recensement des votes et vers le Conseil constitutionnel pour des résultats officiels dans 14 jours. Épilogue des années de gloire, le Canon et le Tonnerre de Yaoundé, deux clubs mythiques de la capitale qui vivent les affres de la deuxième division. En attendant la renaissance, traversée du désert à vivre vers la fin de ce 20h30. Voilà pour les titres. Dernier acte ce lundi d'un séjour réussi en tout point de vue. Le couple présidentiel est de retour à Yaoundé au terme d'une visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. Séjour qui restera mémorable par la moisson et par le faste. Le président Paul Biya revient au bercail, auréolé de la dignité de grand ami de la Chine, dignité à laquelle il a été élevé par son homologue chinois Xi Jinping. L'arrivée de Paul et Chantal Biya à Yaoundé est d'autant plus un grand moment de joie exprimé par la chaleur de l'accueil réservé au couple présidentiel en Simalène. Le reportage de Dieudonné Ongba. C'est auréolé du prestigieux titre de grand ami de la Chine, haute distinction récoltée par le chef de l'État camerounais à Beijing, que Paul Biya va regagner Yaoundé ce lundi soir. À ses côtés, la première dame camerounaise Chantal Biya, qui, comme son illustre époux, a effectué avec grand succès le voyage de la Chine. Et c'est un héros que le couple présidentiel sera accueilli à la descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La foule, faite des militants RDPC de la Mefoué à Famba Sud, des membres des associations Konkwa et la Jachabi, en ont fait une grande fête. Grande célébration à laquelle les dignitaires de la République ont pris part. Pour accueillir le couple présidentiel à la descente du Boeing 777-200 qui vient de s'immobiliser devant la loge présidentielle, le président du Sénat, Marcel Ndiéféndji, le Premier ministre Philémon Yan, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le premier vice-président à l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, et le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, Sun Wei. Paul et Chantal Biya vont leur serrer la main. Autre civilité aux hauts gradés qui gardent Yaoundé et environ avant de retrouver les autres personnalités. Le président de la République va partager les souvenirs du voyage avec quelques hautes personnalités. Ce sera au cours du registre d'audience qui va s'ouvrir par le président du Sénat. Avec Marcel Ndiéféndji, le président Paul Biya va partager non seulement les images de Chine, mais aussi l'actualité politique du moment. Presque le même exercice avec le Premier ministre Philémon Yan. Le chef de l'État et le chef du gouvernement ont assurément abordé la marche du pays et dans un entretien consistant. Troisième personnalité à être reçue par le président de la République, c'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Avec Ferdinand Ngongo, échange consistant également et probablement sur les grands dossiers de l'heure. Au nombre de ces dossiers, les questions d'ordre politique. Questions que le président Paul Biya abordera probablement avec Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, le parti gouvernant qui vient de célébrer ses 33 ans. Aussi, au cœur de l'échange entre les deux personnalités, les sénatoriales de dimanche dernier. Consultation où le RDPC a sollicité les suffrages dans toutes les 10 régions du pays. Dernière personnalité à bénéficier du privilège présidentiel, Sun Wei, le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, recevra du président Paul Biya les images toutes fraîches de l'Empire du Milieu. Et durant cette séance d'audience présidentielle, la première dame camerounaise Chantal Biya va également partager les souvenirs du voyage avec les épouses de certains proches collaborateurs du chef de l'État. Audience achevée, c'est dans l'euphorie de la foule que Paul et Chantal Biya vont emprunter le chemin de Yaoundé pour retrouver le palais de l'unité.
Et il faut dire que cette 6e visite du président Paul Biya en République populaire de Chine parle aux observateurs par sa cordialité et son franc succès. Dans un contexte international marqué par la montée des nationalismes et des protectionnismes, la Chine et le Cameroun continuent de cultiver leur coopération et une amitié exceptionnelle. Au bilan de ce séjour, des entretiens au sommet et de nombreux accords bilatéraux pour densifier encore plus des échanges déjà fructueux. Yves-Marc Mozo revient de Chine. Des clichés rassurants d'une relation profonde. Paul Biya du Cameroun, accueilli avec la plus grande solennité par son homologue Xi Jinping de la République populaire de Chine, dans un palais du peuple entièrement paré pour la circonstance. Vous êtes un homme d'État africain chevronné, confie le président chinois à son homologue camerounais, avant de dévoiler ce qui constitue pour lui le socle de la relation sino-camerounaise. Respect et pragmatisme. La suite des événements ne va pas tarder à lui donner raison. Quelques minutes plus tard, voici Lamine Ousmane Meh, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en train de signer avec son homologue chinois 5 nouveaux accords pour muscler davantage une coopération qui jusque-là a tenu l'ensemble de ses promesses. Du premier accord, dit de coopération économique et technique, l'on apprendra qu'il se décline en un don sans contrepartie de plus de 300 milliards de francs CFA au profit du Cameroun pour la seule année 2018. Le reste de l'enveloppe, soit 84 milliards de francs CFA, sera étalé sous la même forme sur une période de 3 ans. Quant aux autres accords, ils consistent pêle-mêle en la construction de tout type d'infrastructures, ports, aéroports, chemins de fer, routes, mais également des actions de renforcement des capacités des ressources humaines et techniques. Du concret, diriez-vous. En premier artisan de la diplomatie économique, le président de la République ne va pas ménager son temps ni son énergie pour parcourir la République populaire de Chine d'un bout à l'autre à la quête de nouveaux partenaires pour son pays. Les étapes de Star Times, le groupe de médias aujourd'hui à la pointe de la technologie, de l'usine de fabrication d'aéronefs commerciaux, Comac, l'un des fleurons actuels de l'industrie aéronautique de la Chine, ou encore de Huawei, qui accompagne bon nombre d'administrations camerounaises pour la mise en place de technologies innovantes, fibre optique, systèmes de vidéosurveillance, pour ne citer que ces 2 exemples-là, ouvre sans doute la voie à de nouvelles plateformes de collaboration. Il en est de même de la visite de Paul et Chantal Biya à l'atelier de transformation de Rotin et du bambou, ou encore l'étape finale de Shanghai, où le président camerounais a clairement émis le vœu que la coopération déjà exemplaire entre les 2 États soit irriguée au niveau des municipalités et grands centres urbains des 2 pays. Et à ce sujet d'ailleurs, la formidable expansion de la ville de Shanghai pourrait constituer un cas d'école pour l'exécutif de nos communes et grandes villes. De toute évidence, la diplomatie camerounaise, sous l'impulsion de son chef, aura brillé de 1000 feux au cours de ces 72 dernières heures en République populaire de Chine. Reste à présent aux différents relais de prolonger l'action présidentielle afin de tirer toutes les dividendes de cette visite d'État. Envoyé spécial de la CRTV en République populaire de Chine, Yves-Marc Mozo. L'actualité phare que le président de la République retrouve sur place ici au Cameroun, c'est bien la suite du processus pour les sénatoriales. L'élection avait lieu hier dimanche. Exit à présent les opérations de dépouillement à travers les 10 régions. L'heure est à la rédaction des procès-verbaux et à leur acheminement vers la Commission nationale de recensement général des votes. Lucrèce Modou Ndjemba livre ici les premiers constats et les premières tendances au lendemain de ce scrutin. Sans surprise et bien sûr, au regard de l'appartenance politique de la majorité des membres du collège électoral, le RDPC, selon les premières tendances, arrive en tête du scrutin de ce dimanche 25 mars 2018, suivi du Social Democratic Front. En clair, le parti au pouvoir rafle la mise dans 9 régions sur les 10 et le parti de Nidjon Froundi s'arroge 6 sièges sur 7 dans le nord-ouest, le RDPC ayant réussi à décrocher un siège de sénateur grâce au suffrage exprimé en sa faveur dans certains bureaux de vote de la région du nord-ouest. Le vote étant obligatoire, les grands électeurs ont pour la plupart accompli leur devoir civique. Le taux de participation en est la preuve par 9. Inscrits 10 112 votants, 9 909 conseillers municipaux, soit un taux de participation de 97,72%.
203 membres du collège électoral n'ont pas pu voter, sont donc des abstentionnistes, ce qui, en termes de pourcentage, représente 2,28%. Ces statistiques consolidées sont le reflet des différentes corrections qui ont été faites après la remontée de toutes les informations à la Direction générale des élections. Les chiffres que nous avons maintenant proviennent de toutes les corrections qui ont été effectuées non seulement après le dépouillement dans les bureaux de vote, mais aussi des chiffres corrigés au niveau des commissions régionales de supervision. Le processus électoral ainsi entamé s'achève autour du 9 avril prochain par la proclamation des résultats. À la manœuvre, le Conseil constitutionnel. Et en effet, pour la suite de ce processus électoral, la loi donne 15 jours au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats à compter de la fermeture des bureaux de vote. En clair donc, le délai court depuis hier soir. Alors, question à Eugène Bey. Quelles étapes restent maintenant avant la proclamation officielle des résultats de ces sénatoriales par la haute juridiction? Depuis ce 25 mars 2018, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin pour proclamer les résultats. Les procès-verbaux des résultats du vote sont acheminés par la Commission régionale de recensement des votes à la Commission nationale de recensement général des votes. Celle-ci doit transmettre ces résultats au Conseil constitutionnel dans un délai de 5 jours. Toute contestation doit être formulée en direction du Conseil constitutionnel dans un délai de 72 heures maximum. L'article 214 du Code électoral dispose que chaque région est représentée par 10 sénateurs, dont 7 élus et 3 nommés par décret du président de la République. Ce décret intervient dans un délai maximal de 10 jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Au terme de l'article 215, alinéa 1, le mandat des sénateurs commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction. L'alinéa 2 du même article précise que le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le 3e mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Au regard de ce qui précède, tout devrait se jouer autour du 9 avril prochain. C'est dire si le Conseil constitutionnel a du grain à moudre. Et du pain sur la planche à suivre donc toutes les étapes de ce processus. Dans la suite du journal, direction Douala, elle était attendue comme une innovation majeure pour la promotion des affaires au Cameroun. Voici donc la FIAC, la toute première édition de la Foire internationale des affaires et du commerce, ouverte ce lundi dans la capitale économique par le ministre du Commerce. Luc Magloire Mbarga Tangana représentait le premier ministre chef du gouvernement parrain de cet événement. Premières images à Douala et Kassibile. Marcel. C'est une plateforme du mieux vendre et du mieux consommer qui a été ouverte à Douala. La coupure du ruban symbolique de la Foire internationale des affaires et du commerce, FIAC en abrégé, par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, était précédée de quelques allocutions. La succession de prises de parole des chefs d'entreprise et agro-industriels a permis de présenter cette foire comme une stratégie de développement à travers la possibilité qu'elle offre de vendre et de faire connaître l'expertise camerounaise. Pour Pierre Zoumbak, le président de la Fondation internationale Interprogress à la manœuvre de la FIAC, le Cameroun est un pays béni de par ses ressources naturelles et sa position géographique stratégique. Il est ensuite revenu sur l'idée et le concept de la FIAC qui sont nés à la suite de l'organisation de la 5e édition du Salon Promote. Luc Magloire Mbarga à Tangana, le ministre du Commerce, a pour sa part salué l'engagement et la mobilisation des entreprises nationales comme internationales, tout en prônant un nouveau slogan pour
pour ce grand rendez-vous commercial. Ce nouveau slogan, il doit être le nôtre désormais, c'est produire pour l'Afrique et consommer africain. Le ministre du Commerce a également procédé à la visite de... Et selon nos correspondants permanents dans le littoral, et d'abord toutes nos excuses pour la coupure brusque de ce reportage de Marcel et Kassibili. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions en entier. Et cette première édition de la FIAC, donc à Douala, s'annonce comme un franc succès de la vie de nos correspondants permanents là-bas. Plus de 500 entreprises exposent déjà leur savoir-faire au complexe Bepanda depuis ce lundi, à côté d'une forte délégation venue de la CEAC notamment. Au cœur de la FIAC à Douala, Aboubakar Abo. Le Made in Cameroun en vitrine à la FIAC de Douala. Des stands aux couleurs bigarrées offrent une vue imprégnable. Exposer, visiter, vendre et consommer se conjuguent au présent dans plus de 500 tribunes. Ici, le concept client roi est respecté. Je suis venue pour découvrir pour la première fois et regarder de quelle manière les stands sont disposés. Ça suscite vraiment l'envie. Si faire le tour de quelques entreprises ayant répondu présentes étanche la curiosité des uns et des autres, le coin gastronomique attire bien de monde. Mais savoureux à la sauce piquante, dégustés sur place ou à emporter font le bonheur des papilles et du palais. Ventre plein, les visiteurs ont le temps de digérer devant un tableau vivant. Expression d'une créativité et d'un génie exceptionnel pour un résultat qui laisse sans voix. Des peintres, mais aussi des artisans, au talent du Grand Nord Cameroun. Ces hommes et femmes donnent à l'art des formes et des couleurs qui régalent les yeux des visiteurs. Et comme pour apporter sa note à cette symphonie, la CRTV est bien installée au cœur de la FIAC. Belle, imposante et fidèle. La CRTV ouvre comme ça ses portes aux auditeurs et aux téléspectateurs. La CRTV également offre à son public et aux annonceurs ses tranches d'antennes radio et télé. Le site de la FIAC offre également des espaces de détente réservés aux jeux et loisirs. À vos marques, c'est parti jusqu'au 8 avril prochain. C'est à vivre donc à Douala. Revenons à Yaoundé où on a noté ce lundi un retour progressif à la normale à l'école publique des Koudou, briqueterie, après la dramatique bousculade qui a coûté la vie à 4 jeunes élèves la semaine dernière. L'école a rouvert ses portes ce lundi matin en attendant les résultats de l'enquête qui est en cours sur les causes de cette tragédie. Un processus de guérison décrit ici par François Bakary de CRTV Centre. Le campus du complexe scolaire des Koudou reprend vie. Après la pluie, c'est le beau temps. Enseignants et élèves ont renoué avec leurs activités respectives. En grand nombre, les élèves suivent les cours dans leur salle de classe. L'ambiance est bon enfant. Le ministre a donné des instructions pour que l'école reprenne. Ce que nous avons trouvé nous a satisfait. Les cours ont effectivement repris. Dans toutes les salles de classe où nous sommes passés, nous avons trouvé des élèves qui veulent que les choses reprennent comme elles ont toujours été. Les cours ont été dispensés dans toutes les classes, à la grande satisfaction de toute la communauté éducative. Mais on n'oublie pas le drame qui a sémé la panique au sein de cette école. À l'hôpital central, il ne reste plus que 2 cas dont les jours ne sont plus comptés. Tout va pour le mieux. Au début, vraiment, il ne parlait pas. Maintenant, c'est grâce à Dieu et je vois maintenant mon enfant. Et je remercie aussi vraiment le chef d'État de tout ce qu'il a fait pour les enfants. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes du drame de l'école des Koudou qui a coûté la vie à 4 élèves de cette institution scolaire. Ce communiqué de presse dans la suite du journal, le ministre des Transports qui porte à la connaissance de l'opinion publique un accident grave de la circulation routière est survenu le dimanche hier 25 mars aux environs de 6h30 dans la localité de Bansoa, région de l'Ouest, lequel accident a causé 7 morts et plusieurs blessés.
Suite à ce malheureux accident ayant impliqué un car de transport public de marque Toyota Hiace immatriculé LT 153BF appartenant aux établissements FACEM et un véhicule taxi de marque Toyota Corolla immatriculé OU 221AH appartenant à Foyo Takala Etienne, le ministre des Transports exprime à toutes les familles si durement éprouvées les condoléances du gouvernement de la République auxquelles il associe les siennes propres. Les résultats de l'enquête ouverte en vue d'établir les responsabilités permettront de sanctionner aussi sévèrement que l'autorise la réglementation les auteurs de cet accident. Le ministre des Transports tient également à apporter un démenti formel à une rumeur largement diffusée sur les réseaux sociaux et faisant état d'un autre accident de la circulation qui serait survenu dans la localité de Tchang le même jour et qui aurait fait de nombreuses victimes. Des informations concordantes en sa possession ne confirment en aucun cas la survenue d'un accident ni à Tchang ni dans ses environs. Il dénonce en conséquence le manque de civisme de ceux qui se servent des réseaux sociaux pour la désinformation. S'expose aux sanctions répressives prévues par la réglementation en vigueur. Et tout en rappelant à tous les usagers de la route qu'un accident de la circulation routière n'est pas une fatalité et peut de ce fait être évité par un respect scrupuleux des règles du code de la route, il les invite à conserver et à observer strictement les dites règles et surtout à faire preuve de plus de prudence et de vigilance au volant. Par ailleurs, il annonce que des équipes du ministère des Transports en charge de la prévention et de la sécurité routière vont intensifier dans les tout prochains jours des descentes sur les axes routiers pour sensibiliser les usagers de la route sur les mesures de sécurité à adopter. Le ministre des Transports, qui compte sur le civisme et sur le sens élevé des responsabilités de tous pour que de tels événements fâcheux soient évités. C'est donc signé du ministre Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Journée du souvenir. Hier, 25 mars, la communauté internationale commémorait l'esclavage, un hommage à plus de 15 millions d'hommes et de femmes originaires du continent africain et vendus vers les Amériques. La cérémonie avait pour le Cameroun lieu hier dimanche au Musée national sous la houlette des Nations Unies, une 7e édition pour se souvenir que l'esclavage, c'est également la lutte pour la liberté et l'égalité de l'humanité. Agnès Solange, Abessolo. Dans le hall du musée national, des visages et des noms des Africains qui portent les stigmates de l'esclavage. Entre le 15e et le 19e siècle, leurs parents ont été déportés aux Amériques, faisant d'elles des personnes assujetties, des esclaves. Il y a une différence entre la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière qui était la déportation des hommes vers les Antilles américains et français et anglais. L'esclavage est le fait d'utiliser un homme pour des travaux forcés et des travaux très pénibles. Un chapitre violent de l'histoire de l'humanité reparcouru ce jour dans le but de sensibiliser les populations sur les dangers des préjugés. Les Nations Unies saisissent l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour sensibiliser l'opinion. Il ne suffit pas seulement de sortir des conventions. Il faut qu'on les applique au niveau des États. Et là, nous appelons à tous ces États membres des Nations Unies de prendre responsabilité pour qu'on ne puisse vivre encore ce phénomène qui a tant duré en Afrique. La vente des enfants, la servitude domestique, la prostitution imposée aux mineurs, autant de formes contemporaines d'esclavage qui existent encore aujourd'hui. Au-delà de ces formes, il y a vraisemblablement un intérêt manifeste de la communauté internationale pour la protection des victimes. Hier dimanche, c'était dimanche des rameaux pour les chrétiens, une fête qui ouvre la semaine sainte et qui commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville sainte Jérusalem. À Ebolova, dans la région du Sud, les chrétiens étaient invités à s'inspirer de l'amour sacrificiel du Christ envers l'humanité. Le reportage à Ebolova, Eric Asako. Dans un même élan de foi, toutes les communautés chrétiennes d'Ebolova
commémore l'entrée triomphale du Christ dans la ville sainte, Jérusalem. Pour ces bienfaits qu'il a fait pour nous, les morts sur la croix pour moi et toi. Donc nous pensons un peu à lui que c'est le dernier dimanche. Après l'autre dimanche, ça serait sa résurrection. À la cathédrale Saint-Anne et Joachim, la Presbyterian Church in Cameroon et l'Union des églises baptistes du Cameroun, le sacrifice du Christ pour l'humanité entière interpelle tous les disciples du Christ. En suivant tout à l'heure le récit de la Passion, nous avons pu voir comment la méchanceté humaine se tait devant la violence ou encore s'engage pour la violence. Et le message, c'est le message de paix, c'est-à-dire la conversion du cœur pour que s'instaure dans nos cœurs l'amour, l'unité, de sorte que nous puissions célébrer la résurrection. Le dimanche des rameaux revêt une importance hautement symbolique dans la vie d'un chrétien. Ce peuple de Dieu portant des rameaux à la main symbolise tout ce que ces populations portent comme joie, comme peine, comme souffrance. Et en soulevant cela, ou bien en étendant cela sur le passage de Jésus, c'est toute notre condition humaine que nous étalons sur le chemin de Jésus, afin que Jésus passe dessus et que nos vies deviennent meilleures. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Retour ce soir sur d'autres échos de la célébration samedi du 33e anniversaire du RDPC. À Ezeka, dans le département d'Union Ekele, les manifestations étaient présidées par le sénateur Bel-Luc René, le chef de la commission départementale permanente. Elles ont été l'occasion de mobiliser les militants pour les prochaines échéances électorales. Augustin Bichoka. Les 33 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se célèbrent sous le signe de la solidarité entre responsables politiques venus de toutes les unités que compte le département du Nyong-Ekele. Ambiance de fête et ferveur militante rehaussée par la présence d'une forte élite autour du sénateur Bel-Luc René, président de la délégation départementale permanente du comité central dans cette unité politique. Les différents orateurs ont affirmé que le RDPC est bien debout dans le Nyong-Ekele malgré l'adversité. Et l'appel à plus de mobilisation a été au centre du message délivré par le représentant du comité central. Un message de rassemblement des fils et filles du Nyong-Ekele. Ce que nous demandons à nos frères, c'est de savoir sauvegarder l'intérêt de leur département. Que les gens restent calmes, que les gens attendent les instructions qui seront données pour généralement faire des listes consensuelles. L'Union qui les soutient la politique du président de la République, Paul Biya. À chaque militant du RDPC du Nyong-Ekele de jouer sa partition pour garder bien allumée la flamme de ce parti. À Bafia, dans le Mbamé-Inoubou, la célébration de l'an 33 du RDPC a mobilisé les militants du parti au pouvoir à la maison du parti de cette localité. Et l'on retient notamment l'engagement massif réitéré pour un soutien sans faille au président national, Paul Biya. Nelly Christelle Ondoa, de CRTV Centre. 33 ans de présence politique sur un terrain en perpétuelle conquête, le RDPC l'a fait. Voilà qui justifie le rassemblement à la permanence du parti de Bafia des militants des 9 sections du Mbamé-Inoubou autour de la délégation permanente départementale du comité central conduite par le docteur James Onobiono qui, à la suite des autres orateurs, a égrené le chapelet des acquis du RDPC dans cette unité politique en soulignant à grands traits les nombreux chantiers de développement engagés depuis l'avènement du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir, d'où l'appel au resserrement des rangs et au plébiscite des listes RDPC à toutes les consultations électorales prévues au cours de l'année 2018, à commencer par les sénatoriales. Et que les autres partis qui se sont présentés dans la région du centre n'auront malheureusement pas une voix, tout au moins ici dans l'Ombam et Inoubou. À l'occasion, les militants du Mbamé-Inoubou ont appelé leur champion à se porter candidat à la présidentielle et lui ont adressé une motion de soutien. 33e anniversaire du RDPC dans la région du sud, du département de l'Anvila jusque dans la vallée du Ntem, en passant par le Djaïlobo. Tous les militants du parti ont salué l'immense œuvre accomplie par le président de la République. Ils promettent en retour de l'accompagner pour le parachèvement des grandes réalisations. La synthèse dans le sud, Jean-René Mengele.
Globalité, la région du Sud est reconnaissante au président Paul Biya pour ses nombreuses réalisations. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu un Sud en général et un village derrière le RDPC, derrière les institutions de la République, derrière les idéaux du parti, les idéaux de paix, d'unité, de progrès, de solidarité et de fraternité. À Zuitélé, l'entente du RDPC était l'occasion de renouveler un pacte de fidélité au président national de ce parti. Au rythme des balafons savamment orchestrés par Richard Bond, il y avait comme une surchauffe au moment où Sa Majesté Martin Bédingué Boutou fait son entrée. J'ai vu avec beaucoup d'émotion un peuple qui a réaffirmé son attachement, son engagement autour du président de la République. Dans la vallée du Thème, ce département, créé par Paul Biya, garde à cœur ses réalisations en sa faveur. Les routes, le goudron traversent déjà notre département jusqu'aux frontières Gabon et Guinée équatoriale. Nous avons les lycées, les collèges, comme dans tout le territoire national. Nous avons 2 grands ponts sur l'Intem. Nous avons été désenclavés par rapport au territoire national. Décentralisée, la fête a eu lieu dans diverses sous-sections. À Azem, c'est un appel à l'unité qui a été lancé. Certains militants qui ont de leur propre aveu déclaré solennellement qu'ils se sont égarés et rentrent au RDPC, rentrent à la maison par conviction, par persuasion. Dans l'ensemble, c'est un nouveau pacte de fidélité signé entre le président Paul Biya et les militants RDPC du Sud. Dans la région de l'Ouest, les 33 années du RDPC étaient célébrées avec faste dans le département du Thème. À Banganté, les militants rassemblés autour du président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi, ont réaffirmé leur soutien au président national du RDPC. Appel a été lancé pour intensifier l'inscription sur les listes électorales. Compte rendu avec nos correspondants sur place à l'Ouest. Cette forte mobilisation des militantes et militants des 4 sections RDPC d'Undé témoigne à suffisance leur appartenance aux idéaux du Parti de la Flamme. Pour les différents orateurs, voter à 100% la liste du RDPC au sénatorial est une marque de soutien indéfectible à la politique de parachèvement de la décentralisation prônée par le chef de l'État. Le 33e anniversaire du RDPC était également une occasion d'inviter les militants et militantes à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans l'Undé et à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de porter au pouvoir leur candidat naturel lors des prochaines élections présidentielles. Le président du Sénat, à travers Marcel Nyat, a remis 13 ballots de pagne aux 4 sections d'Undé. C'était dans l'Undé et c'était le département d'Undé. Dans la région de l'Ouest. Allons maintenant à Bogo, dans l'extrême nord, où la mobilisation des militants du RDPC pour cette célébration des 33 ans du RDPC aura confirmé la vivacité du parti. Dans cette localité, l'élite de l'arrondissement a saisi l'occasion pour encourager le fonctionnement de certains centres de santé par des dons. Francine Djaba de CRTV Extrême Nord. La célébration du 33e anniversaire du RDPC dans l'arrondissement de Bogo a été marquée par une conférence sur l'extrémisme violent, intervenant dans un contexte sécuritaire particulier. Le professeur Souaibou Issa, modérateur de cette conférence, a tracé à ses militants la voie à suivre pour jouer leur partition dans cette lutte contre Boko Haram. Autre moment fort, la remise d'un don constitué de matériel médical au centre de santé par l'élite locale. Le député Amadou Sali, en invitant les militants du RDPC à resserrer les rangs autour de leur champion, Paul Biya a souligné que la flamme du RDPC est toujours ardente dans l'arrondissement de Bogo. C'est par une motion de soutien et de déférence que les militants se sont séparés, non sans faire le point sur les élections sénatoriales où est attendu un vote à 100% pour le RDPC.
La BICEC fait peau neuve depuis quelques mois maintenant. L'immeuble siège à Douala est en rénovation. La pose de la première pierre se déroulait récemment en présence du top management de cette banque. Retrouvons Zita Tangana à Douala. Plus qu'un événement, la pose de cette plaque est un symbole, celui du relèvement de la BICEC. Les ambitions de la banque sont d'accompagner le Cameroun dans son développement. La rénovation de l'immeuble siège de la BICEC est l'exemple le plus parlant. Bâti en 1980, aujourd'hui, des bureaux rénovés, le hall d'entrée complètement refait. Le top management de la BICEC fait de la satisfaction de la clientèle son cheval de bataille. Je suis extrêmement fier de la rénovation à la fois du siège mais aussi de l'agence. On va avoir vraiment à Bonanjo une agence moderne après plus de 2 ans de travaux puisque l'agence était quasiment dans l'état qu'elle avait quand on a construit ce siège il y a un peu plus de 40 ans. On aurait pu faire une rénovation à minima comme je disais tout à l'heure, mettre un Karcher sur les plaques et puis de la peinture. On a souhaité faire une rénovation de qualité. Ce projet de rénovation du siège de la BICEC n'est qu'à son début. Dans 1 an, l'infrastructure comptera parmi les plus beaux édifices de la ville de Douala. La BICEC, c'est une banque citoyenne. C'est la banque des Camerounais et du Cameroun. Le principal actionnaire de la BICEC, la Banque populaire de caisse et d'épargne internationale, la BPCE, rassure, il fera partie de la BICEC New Look. Nous sommes en train de travailler sur un cahier des charges pour pouvoir proposer notre participation à une grande banque, bien entendu, et avec lequel nous pensons continuer à travailler, et un partenaire avec lequel nous pourrons aussi avoir des liens sur le volet technologique, sur le volet digital, ce qui veut dire que, comme vous le voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit bien d'un partenariat et non pas d'un départ du Cameroun. Présente au Cameroun depuis 55 ans, la BICEC confirme à chaque fois sa solidité financière et a rassuré sa clientèle sur son potentiel. La BICEC a désormais d'autres ambitions, celle d'illuminer la ville d'un bijou architectural afin d'offrir à tous ses visiteurs un cadre d'accueil plus convivial. En international, la fin de la 49e session de l'Assemblée parlementaire des pays ACP, c'était à Bruxelles, en Belgique. Le groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne ont envisagé l'après-accord de Cotonou en 2020 à travers un nouveau cadre de coopération plus dynamique et plus participatif. L'événement, c'était aussi le début du mandat du Cameroun à la tête de ce groupe parlementaire. Bilan d'une session avec l'envoyé spécial Séverin Alégambélé. Une entame de mandat réussie pour le Cameroun à la tête de l'Assemblée parlementaire des ACP. Une présence inhabituelle des parlementaires aux travaux de la 49e session qui vient de se tenir à Bruxelles sur une thématique proche de l'actualité. Depuis que nous coopérons avec les partenaires européens, il est bon de pouvoir nous ouvrir sur instruction à la demande de nos chefs d'État à d'autres partenaires pour qu'il y ait un plus par rapport à ce que nous avons fait déjà de positif. C'est pourquoi au niveau des ACP, nous avons demandé à ce que déclarations soient faites pour maintenir un groupe ACP fort, maintenir un groupe ACP avec une dimension parlementaire forte et avoir un programme de travail harmonisé. Le succès de l'organisation de la session, le fond et l'orientation des discussions ont été globalement le résultat du jeu collectif de l'entourage du président Joseph Hyacinthe Onakono, qui a bénéficié par ailleurs de l'accompagnement de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, son Excellence Daniel Evinabé, du coordonnateur national de la coopération Cameroun-Union européenne, Aliou Abdoulaye, et des cadres des administrations publiques camerounaises. Bien au-delà de l'accord post-Cotonou, après 2020, l'on a eu un retour de la mission effectuée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne au Mali. L'élection présidentielle doit se tenir au mois de juillet 2018 et à cet égard, nous nous demandions comment est-ce que l'APP peut continuer à soutenir le Mali dans sa quête de consolidation de la démocratie. La mandature du Cameroun à la tête de l'Assemblée parlementaire ACP intervient à un moment important de la vie du groupe des ACP, appelé à se donner un nouveau souffle dans les rapports avec l'Europe, son premier partenaire. Dans le courrier présidentiel, ce télégramme officiel signé par le président de la République adressé à son Excellence Abdoul Hamid, président de la République populaire du Bangladesh à Dhaka.
Monsieur le Président de la République du Cameroun écrit: la commémoration de la fête nationale de votre pays le 26 mars m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de bien-être pour la nation bengladaise. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est donc signé de son Excellence Paul Biya. La République populaire du Bangladesh, il faut le rappeler, est un État d'Asie du Sud-Est situé à l'est de l'Inde, dans le golfe du Bengale. Le Bangladesh qui compte environ 160 millions d'habitants pour une superficie de 144 000 km². En page des sports, cette interrogation par rapport à ces deux clubs mythiques de la capitale et si c'est donc bientôt la renaissance pour le Canon et pour le Tonnerre. En tout cas pour le Kwakum, la nouvelle vie du Canon sportif de Yaoundé semble lui porter beaucoup de bonheur. Le tout premier séjour du club en deuxième division est jalonné de succès. 5 victoires en 6 journées grâce au retour de la sérénité dans son fonctionnement. Et de son côté, le Tonnerre Kalara Club, également relégué en Ligue 2, affiche sa détermination pour remonter en première division malgré quelques poches de résistance. Voici cette nouvelle traversée du désert des clubs mythiques de la capitale. C'est une enquête que signe Évariste Yanga. Le Canon a le vent en poupe. Son début de saison en deuxième division est couronné de succès. Le Kwakum est invaincu après 6 journées et son pré-bilan affiche 5 victoires, 1 match nul et un fauteuil de leader. Le résultat positif du Canon vient d'abord de la bonne organisation du club. Les canonniers ont compris après la gifle qu'ils ont reçue qu'il fallait d'abord cesser de faire la guerre, qu'il fallait rebondir. L'effectif a été renouvelé à 100% et l'équipe rajeunit. Des joueurs que j'avais l'année dernière, pour la plupart, dans le stade Renard de Melon, dans Racine de Bafoussam et dans Lyon blessé, ont compris que j'ai peut-être un bon message, que j'ai distillé et ils m'ont suivi. Et pourquoi avoir fermé la porte à l'ancienne cuvée? Le comité des sages a préféré faire le ménage pour barrer la route aux manœuvres de corruption. Les joueurs n'ayant pas été mieux entretenus, ils vendaient même les matchs pour pouvoir vivre. C'est pour cela que je me suis dit, si je garde encore ces anciens-là, ils vont contaminer les nouveaux. Le nerf de la guerre, l'argent, joue aussi sa partition. Une prime de 20 000 francs par joueur en cas de victoire et une prime spéciale de 100 000 francs pour chaque but marqué. Du bonheur pour les poches. L'administration a payé toutes les primes de signature des joueurs. Nous sommes logés. On a un suivi médical exceptionnel. Stade Sapeur Mimboman pour les entraînements. Un dirigeant veille au paiement des primes. Il peut aussi offrir un coup de pouce pour le transport. Le club, lui, offre déjà des logements aux joueurs dans cet immeuble. 6 mois de loyer ont été payés. Un joueur ne demande pas mieux. Lorsqu'on est bien logé, lorsqu'on est bien on est suivi médicalement bien, lorsqu'on n'a pas de soucis de primes de signature, de primes de match. C'est des joueurs qui quittent des horizons du Est, comme je dis. Et c'est nous qui les avons cherchés. Donc quand ils viennent, ils doivent être bien accueillis et bien installés. Le Tonnerre est l'autre club mythique de Yaoundé. Le début de saison Elite 2 est prometteur. Le 4e au classement avec 11 points aspire à sa remontée en première division. Il va falloir y remédier. Mentalement, il va falloir leur donner des arguments. Il faut bien régénérer. Et je pense que le championnat est long. On va continuer à travailler. Le Tonnerre, on a notre mot à dire au cours de cette saison. Seulement, quelques tensions internes affectent encore l'environnement des Kalara Boys. Des démarches sont en vue pour une sortie définitive de crise. Ce serait un but marqué pour les Blancs et Noirs. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, c'est cet épilogue d'un beau séjour dans l'Empire du Milieu. Le retour à Yaoundé ce lundi du couple présidentiel. Paul et Chantal Biya sont de retour dans la capitale après la visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. Épilogue du processus électoral pour les sénatoriales 2018. Après le scrutin d'hier dimanche, les regards se tournent maintenant vers la Commission nationale de recensement général des votes et vers le Conseil constitutionnel. Et puis on l'a vu il y a quelques instants, l'épilogue des années de gloire
pour le Canon et le Tonnerre. En attendant certainement la renaissance, c'est la traversée du désert pour ces deux clubs mythiques de la capitale qui sont donc relégués en division 2e du football au Cameroun. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Karine Olive Yabit. D'autres informations, ce sera le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement sur cette antenne George Ewane dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Des commissions régionales de supervision. Le processus électoral ainsi entamé s'achève autour du 9 avril prochain par la proclamation des résultats. À la manœuvre, le Conseil constitutionnel. Et en effet, pour la suite de ce processus électoral, la loi donne 15 jours au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats à compter de la fermeture des bureaux de vote. En clair donc, le délai court depuis hier soir. Alors, question à Eugène Bey. Quelles étapes restent maintenant avant la proclamation officielle des résultats de ces sénatoriales par la haute juridiction? Depuis ce 25 mars 2018, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin pour proclamer les résultats. Les procès-verbaux des résultats du vote sont acheminés par la Commission régionale de recensement des votes à la Commission nationale de recensement général des votes. Celle-ci doit transmettre ces résultats au Conseil constitutionnel dans un délai de 5 jours. Toute contestation doit être formulée en direction du Conseil constitutionnel dans un délai de 72 heures maximum. L'article 214 du Code électoral dispose que chaque région est représentée par 10 sénateurs, dont 7 élus et 3 nommés par décret du président de la République. Ce décret intervient dans un délai maximal de 10 jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Au terme de l'article 215, alinéa 1, le mandat des sénateurs commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction. L'alinéa 2 du même article précise que le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le 3e mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Au regard de ce qui précède, tout devrait se jouer autour du 9 avril prochain. C'est dire si le Conseil constitutionnel a du grain à moudre. Et du pain sur la planche à suivre donc toutes les étapes de ce processus. Dans la suite du journal, direction Douala, elle était attendue comme une innovation majeure pour la promotion des affaires au Cameroun. Voici donc la FIAC, la toute première édition de la Foire internationale des affaires et du commerce, ouverte ce lundi dans la capitale économique par le ministre du Commerce. Luc Magloire Mbarga Tangana représentait le Premier ministre chef du gouvernement parrain de cet événement. Premières images à Douala et Kassibile. Marcel. C'est une plateforme du mieux vendre et du mieux consommer qui a été ouverte à Douala. La coupure du ruban symbolique de la Foire internationale des affaires et du commerce, FIAC en abrégé, par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, était précédée de quelques allocutions. La succession de prises de parole des chefs d'entreprise et agro-industriels a permis de présenter cette foire comme une stratégie de développement à travers la possibilité qu'elle offre de vendre et de faire connaître l'expertise camerounaise. Pour Pierre Zoumbak, le président de la Fondation internationale Interprogress à la manœuvre de la FIAC, le Cameroun est un pays béni de par ses ressources naturelles et sa position géographique stratégique. Il est ensuite revenu sur l'idée et le concept de la FIAC qui sont nés à la suite de l'organisation de la 5e édition du Salon Promote.
Luc Magloire Mbarga à Tangana, le ministre du Commerce, a pour sa part salué l'engagement et la mobilisation des entreprises nationales comme internationales, tout en prônant un nouveau slogan pour ce grand rendez-vous commercial. Ce nouveau slogan, qui doit être le nôtre désormais, c'est produire pour l'Afrique et consommer africain. Le ministre du Commerce a également procédé à la visite de... Et selon nos correspondants permanents dans le littoral, et d'abord toutes nos excuses pour la coupure brusque de ce reportage de Marcel et Kassibili, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions en entier. Et cette première édition de la FIAC, donc à Douala, s'annonce comme un franc succès de la vie de nos correspondants permanents là-bas. Plus de 500 entreprises exposent déjà leur savoir-faire au complexe Bepanda depuis ce lundi, à côté d'une forte délégation venue de la CEAC notamment. Au cœur de la FIAC à Douala, Aboubakar Abo. Le Made in Cameroun en vitrine à la FIAC de Douala. Des stands aux couleurs bigarrées offrent une vue imprégnable. Exposer, visiter, vendre et consommer se conjuguent au présent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 26 mars 2018, voici la une du journal. Épilogue d'un beau séjour dans l'Empire du Milieu. Le retour à Yaoundé ce lundi du couple présidentiel après la visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. Images en Simalène et bilan de la visite, c'est en tête de ce journal. Épilogue du processus électoral pour les sénatoriales 2018. Regard maintenant vers la Commission nationale de recensement des votes et vers le Conseil constitutionnel pour des résultats officiels dans 14 jours. Épilogue des années de gloire, le Canon et le Tonnerre de Yaoundé, deux clubs mythiques de la capitale qui vivent les affres de la 2e division. En attendant la renaissance, traversée du désert à vivre vers la fin de ce 20h30. Voilà pour les titres. Dernier acte ce lundi d'un séjour réussi en tout point de vue. Le couple présidentiel est de retour à Yaoundé au terme d'une visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. Séjour qui restera mémorable par la moisson et par le faste. Le président Paul Biya revient au bercail, auréolé de la dignité de grand ami de la Chine, dignité à laquelle il a été élevé par son homologue chinois Xi Jinping. L'arrivée de Paul et Chantal Biya à Yaoundé est d'autant plus un grand moment de joie exprimé par la chaleur de l'accueil réservé au couple présidentiel à Simalène. Le reportage de Dieudonné Ongba. C'est auréolé du prestigieux titre de grand ami de la Chine, haute distinction récoltée par le chef de l'État camerounais à Beijing, que Paul Biya va regagner Yaoundé ce lundi soir. À ses côtés, la première dame camerounaise Chantal Biya, qui, comme son illustre époux, a effectué avec grand succès le voyage de la Chine. Et c'est en héros que le couple présidentiel sera accueilli à la descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La foule, faite des militants RDPC de la Mefoué Famba Sud, des membres des associations Konkwa et la Jachabi, en ont fait une grande fête. Grande célébration à laquelle les dignitaires de la République ont pris part. Pour accueillir le couple présidentiel à la descente du Boeing 777-200 qui vient de s'immobiliser devant la loge présidentielle, le président du Sénat, Marcel Ndjifendi, le Premier ministre Philémon Yan, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le premier vice-président à l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, et le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, Sun Wei. Paul et Chantal Biya vont leur serrer la main. Autre civilité, aux hauts gradés qui gardent Yaoundé et environ avant de retrouver les autres personnalités. Le président de la République va partager les souvenirs du voyage avec quelques hautes personnalités. Ce sera au cours du registre d'audience qui va s'ouvrir par le président du Sénat.
Avec Marcel Yadjifenji, le président Paul Biya va partager non seulement les images de Chine, mais aussi l'actualité politique du moment. Presque le même exercice avec le Premier ministre Philémon Yang. Le chef de l'État et le chef du gouvernement ont assurément abordé la marche du pays et dans un entretien consistant. Troisième personnalité à être reçue par le président de la République, c'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Avec Ferdinand Ngongo, échange consistant également et probablement sur les grands dossiers de l'heure. Au nombre de ces dossiers, les questions d'ordre politique. Questions que le président Paul Biya abordera probablement avec Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, le parti gouvernant qui vient de célébrer ses 33 ans. Aussi, au cœur de l'échange entre les deux personnalités, les sénatoriales de dimanche dernier. Consultation où le RDPC a sollicité les suffrages dans toutes les 10 régions du pays. Dernière personnalité à bénéficier du privilège présidentiel, Sun Wei, le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, recevra du président Paul Biya les images toutes fraîches de l'Empire du Milieu. Et durant cette séance d'audience présidentielle, la première dame camerounaise Chantal Biya va également partager les souvenirs du voyage avec les épouses de certains proches collaborateurs du chef de l'État. Audience achevée, c'est dans l'euphorie de la foule que Paul et Chantal Biya vont emprunter le chemin de Yaoundé pour retrouver le palais de l'unité. Et il faut dire que cette 6e visite du président Paul Biya en République populaire de Chine parle aux observateurs par sa cordialité et son franc succès dans un contexte dans plus de 500 tribunes. Ici, le concept client-roi est respecté. Je suis venue pour découvrir pour la première fois et regarder de quelle manière les stands sont disposés. Ça suscite vraiment l'envie. Si faire le tour de quelques entreprises ayant répondu présentes étanche la curiosité des uns et des autres, le coin gastronomique attire bien de monde. Mais savoureux à la sauce piquante, dégustés sur place ou à emporter font le bonheur des papilles et du palais. Ventre plein, les visiteurs ont le temps de digérer devant un tableau vivant. Expression d'une créativité et d'un génie exceptionnel pour un résultat qui laisse sans voix. Des peintres, mais aussi des artisans, au talent du Grand Nord Cameroun. Ces hommes et femmes donnent à l'art des formes et des couleurs qui régalent les yeux des visiteurs. Et comme pour apporter sa note à cette symphonie, la CRTV est bien installée au cœur de la FIAC. Belle, imposante et fidèle. La CRTV ouvre comme ça ses portes aux auditeurs et aux téléspectateurs. La CRTV également offre à son public et aux annonceurs ses tranches d'antennes radio et télé. Le site de la FIAC offre également des espaces de détente réservés aux jeux et loisirs. À vos marques, c'est parti jusqu'au 8 avril prochain. C'est à vivre donc à Douala. Revenons à Yaoundé où on a noté ce lundi un retour progressif à la normale à l'école publique des Koudou, briqueterie, après la dramatique bousculade qui a coûté la vie à 4 jeunes élèves la semaine dernière. L'école a rouvert ses portes ce lundi matin en attendant les résultats de l'enquête qui est en cours sur les causes de cette tragédie. Un processus de guérison décrit ici par François Bakary de CRTV Centre. Le campus du complexe scolaire des Koudou reprend vie. Après la pluie, c'est le beau temps. Enseignants et élèves ont renoué avec leurs activités respectives. En grand nombre, les élèves suivent les cours dans leur salle de classe. L'ambiance est bon enfant. Le ministre a donné des instructions pour que l'école reprenne. Ce que nous avons trouvé nous a satisfait. Les cours ont effectivement repris. Dans toutes les salles de classe où nous sommes passés, nous avons trouvé des élèves qui veulent que les choses reprennent comme elles ont toujours été. Les cours ont été dispensés dans toutes les classes, à la grande satisfaction de toute la communauté éducative. Mais on n'oublie pas le drame qui a sémé la panique au sein de cette école. À l'hôpital central, il ne reste plus que 2 cas dont les jours ne sont plus comptés. Tout va pour le mieux. Au début, vraiment, il ne parlait pas. Maintenant, c'est grâce à Dieu,
je vois maintenant mon enfant. Et je remercie aussi vraiment le chef d'État de tout ce qu'il a fait pour les enfants. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes du drame de l'école des Koudou qui a coûté la vie à 4 élèves de cette institution scolaire. Ce communiqué de presse dans la suite du journal, le ministre des Transports qui porte à la connaissance de l'opinion publique un accident grave de la circulation routière est survenu le dimanche hier 25 mars aux environs de 6h30 dans la localité de Bansoa, région de l'Ouest, lequel accident a causé 7 morts et plusieurs blessés. Suite à ce malheureux accident ayant impliqué un car de transport public de marque Toyota Hiace immatriculé LT 153BF appartenant aux établissements FACEM et un véhicule taxi de marque Toyota Corolla immatriculé OU 221AH appartenant à Foyo Takala Etienne, le ministre des Transports exprime à toutes les familles si durement éprouvées les condoléances du gouvernement de la République auxquelles il associe les siennes propres. Les résultats de l'enquête ouverte en vue d'établir les responsabilités permettront de sanctionner aussi sévèrement que l'autorise la réglementation les auteurs de cet accident. Le ministre des Transports tient également à apporter un démenti formel à une rumeur largement diffusée sur les réseaux sociaux et faisant état d'un autre accident de la circulation qui serait survenu dans la localité de Tchang le même jour et qui aurait fait de nombreuses victimes. Des informations concordantes en sa possession ne confirment en aucun cas la survenue d'un accident ni à Tchang ni dans ses environs. Il dénonce en conséquence le manque de civisme de ceux qui se servent des réseaux sociaux pour la désinformation. S'expose aux sanctions répressives prévues par la réglementation en vigueur. Et tout en rappelant à tous les usagers de la route qu'un accident de la circulation routière n'est pas une fatalité et peut de ce fait être évité par un respect scrupuleux des règles du terrain national marqué par la montée des nationalismes et des protectionnismes, la Chine et le Cameroun continuent de cultiver leur coopération et une amitié exceptionnelle. Au bilan de ce séjour, des entretiens au sommet et de nombreux accords bilatéraux pour densifier encore plus des échanges déjà fructueux. Yves-Marc Mozo revient de Chine. Des clichés rassurants d'une relation profonde. Paul Biya du Cameroun, accueilli avec la plus grande solennité par son homologue Xi Jinping de la République populaire de Chine, dans un palais du peuple entièrement paré pour la circonstance. Vous êtes un homme d'État africain chevronné, confie le président chinois à son homologue camerounais, avant de dévoiler ce qui constitue pour lui le socle de la relation sino-camerounaise. Respect et pragmatisme. La suite des événements ne va pas tarder à lui donner raison. Quelques minutes plus tard, voici Alamine Ousmane Meh, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en train de signer avec son homologue chinois 5 nouveaux accords pour muscler davantage une coopération qui jusque-là a tenu l'ensemble de ses promesses. Du premier accord, dit de coopération économique et technique, l'on apprendra qu'il se décline en un don sans contrepartie de plus de 300 milliards de francs CFA au profit du Cameroun pour la seule année 2018. Le reste de l'enveloppe, soit 84 milliards de francs CFA, sera étalé sous la même forme sur une période de 3 ans. Quant aux autres accords, ils consistent pêle-mêle en la construction de tout type d'infrastructures, ports, aéroports, chemins de fer, routes, mais également des actions de renforcement des capacités des ressources humaines et techniques. Du concret, diriez-vous. En premier artisan de la diplomatie économique, le président de la République ne va pas ménager son temps ni son énergie pour parcourir la République populaire de Chine d'un bout à l'autre à la quête de nouveaux partenaires pour son pays. Les étapes de Star Times, le groupe de médias aujourd'hui à la pointe de la technologie, de l'usine de fabrication d'aéronefs commerciaux, Comac, l'un des fleurons actuels de l'industrie aéronautique de la Chine, ou encore de Huawei, qui accompagne bon nombre d'administrations camerounaises pour la mise en place de technologies innovantes, fibre optique, systèmes de vidéosurveillance, pour ne citer que ces 2 exemples-là,
ouvre sans doute la voie à de nouvelles plateformes de collaboration. Il en est de même de la visite de Paul et Chantal Biya à l'atelier de transformation de Rotin et du bambou, ou encore l'étape finale de Shanghai, où le président camerounais a clairement émis le vœu que la coopération déjà exemplaire entre les deux États soit irriguée au niveau des municipalités et grands centres urbains des deux pays. Et à ce sujet d'ailleurs, la formidable expansion de la ville de Shanghai pourrait constituer un cas d'école pour l'exécutif de nos communes et grandes villes. De toute évidence, la diplomatie camerounaise, sous l'impulsion de son chef, aura brillé de mille feux au cours de ces 72 dernières heures en République populaire de Chine. Reste à présent aux différents relais de prolonger l'action présidentielle afin de tirer toutes les dividendes de cette visite d'État. Envoyé spécial de la CRTV en République populaire de Chine, Yves-Marc Medjo. L'actualité phare que le président de la République retrouve sur place ici au Cameroun, c'est bien la suite du processus pour les sénatoriales. L'élection avait lieu hier dimanche. Exit à présent les opérations de dépouillement à travers les 10 régions. L'heure est à la rédaction des procès-verbaux et à leur acheminement vers la Commission nationale de recensement général des votes. Lucrèce Modou Ndjemba livre ici les premiers constats et les premières tendances au lendemain de ce scrutin. Sans surprise et bien sûr, au regard de l'appartenance politique de la majorité des membres du collège électoral, le RDPC, selon les premières tendances, arrive en tête du scrutin de ce dimanche 25 mars 2018, suivi du Social Democratic Front. En clair, le parti au pouvoir rafle la mise dans 9 régions sur les 10 et le parti de Nidjon Froundi s'arroge 6 sièges sur 7 dans le nord-ouest, le RDPC ayant réussi à décrocher un siège de sénateur grâce au suffrage exprimé en sa faveur dans certains bureaux de vote de la région du nord-ouest. Le vote étant obligatoire, les grands électeurs ont pour la plupart accompli leur devoir civique. Le taux de participation en est la preuve par 9. Inscrits 10 112 votants, 9 909 conseillers municipaux, soit un taux de participation de 97,72%. 203 membres du collège électoral n'ont pas pu voter, sont donc des abstentionnistes, ce qui, en termes de pourcentage, représente 2,28%. Ces statistiques consolidées sont le reflet des différentes corrections qui ont été faites après la remontée de toutes les informations à la Direction générale des élections. Les chiffres que nous avons maintenant proviennent de toutes les corrections qui ont été effectuées non seulement après le dépouillement dans les bureaux de vote, mais aussi des chiffres corrigés au niveau Code de la route. Il les invite à conserver et à observer strictement les dites règles et surtout à faire preuve de plus de prudence et de vigilance au volant. Par ailleurs, il annonce que des équipes du ministère des Transports en charge de la prévention et de la sécurité routière vont intensifier dans les tout prochains jours des descentes sur les axes routiers pour sensibiliser les usagers de la route sur les mesures de sécurité à adopter. Le ministre des Transports qui compte sur le civisme et sur le sens élevé des responsabilités de tous pour que de tels événements fâcheux soient évités. C'est donc signé du ministre Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Journée du souvenir. Hier, 25 mars, la communauté internationale commémorait l'esclavage. Un hommage à plus de 15 millions d'hommes et de femmes originaires du continent africain et vendus vers les Amériques. La cérémonie avait pour le Cameroun lieu hier dimanche au Musée national sous la houlette des Nations Unies. Une 7e édition pour se souvenir que l'esclavage, c'est également la lutte pour la liberté et l'égalité de l'humanité. Agnès Solange, Abessolo. Dans le hall du Musée national, des visages et des noms des Africains qui portent les stigmates de l'esclavage. Entre le 15e et le 19e siècle, leurs parents ont été déportés aux Amériques, faisant d'elles des personnes assujetties
des esclaves. Il y a une différence entre la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière qui était la déportation des hommes vers les Antilles américains et français et anglais. L'esclavage est le fait d'utiliser un homme pour des travaux forcés et des travaux très pénibles. Un chapitre violent de l'histoire de l'humanité reparcouru ce jour dans le but de sensibiliser les populations sur les dangers des préjugés. Les Nations Unies saisissent l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour sensibiliser l'opinion. Il ne suffit pas seulement de sortir des conventions. Il faut qu'on les applique au niveau des États. Et là, nous appelons à tous ces États membres des Nations Unies de prendre responsabilité pour qu'on ne puisse vivre encore ce phénomène qui a tant duré en Afrique. La vente des enfants, la servitude domestique, la prostitution imposée aux mineurs, autant de formes contemporaines d'esclavage qui existent encore aujourd'hui. Au-delà de ces formes, il y a vraisemblablement un intérêt manifeste de la communauté internationale pour la protection des victimes. Hier dimanche, c'était Dimanche des Rameaux pour les chrétiens, une fête qui ouvre la Semaine Sainte et qui commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville sainte Jérusalem. À Ebolova, dans la région du Sud, les chrétiens étaient invités à s'inspirer de l'amour sacrificiel du Christ envers l'humanité. Le reportage à Ebolova, Eric Asako. Dans un même élan de foi, toutes les communautés chrétiennes d'Ebolova commémore l'entrée triomphale du Christ dans la ville sainte, Jérusalem. Pour ces bienfaits qu'il a fait pour nous, les morts sur la croix pour moi et toi. Donc nous pensons un peu à lui, que c'est le dernier dimanche. Après l'autre dimanche, ça serait sa résurrection. À la cathédrale Saint-Anne et Joachim, la Presbyterian Church in Cameroon et l'Union des églises baptistes du Cameroun, le sacrifice du Christ pour l'humanité entière interpelle tous les disciples du Christ. En suivant tout à l'heure le récit de la Passion, nous avons pu voir comment la méchanceté humaine se tait devant la violence ou encore s'engage pour la violence. Et le message, c'est le message de paix, c'est-à-dire la conversion du cœur pour que s'instaure dans nos cœurs l'amour, l'unité, de sorte que nous puissions célébrer la résurrection. Le Dimanche des Rameaux revêt une importance hautement symbolique dans la vie d'un chrétien. Ce peuple de Dieu portant des rameaux à la main symbolise tout ce que ces populations portent comme joie, comme peine, comme souffrance. Et en soulevant cela, ou bien en étendant cela sur le passage de Jésus, c'est toute notre condition humaine que nous étalons sur le chemin de Jésus, afin que Jésus passe dessus et que nos vies deviennent meilleures. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Retour ce soir sur d'autres échos de la célébration samedi du 33e anniversaire du RDPC. À Ezeka, dans le département d'Union Ekele, les manifestations étaient présidées par le sénateur Bel-Luc René, le chef de la commission départementale permanente. Elles ont été l'occasion de mobiliser les militants pour les prochaines échéances électorales. Augustin Bichoka. Les 33 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se célèbrent sous le signe de la solidarité entre responsables politiques venus de toutes les unités que compte le département d'Union Ekele. Ambiance de fête et ferveur militante rehaussée par la présence d'une forte élite autour du sénateur Bel-Luc René, président de la délégation départementale permanente du comité central dans cette unité politique.